Bonjour à nouveau tous et toutes. Merci d'être de retour avec nous. J'accueille à nouveau les trois invités qui nous accompagnent et qui vont vous accompagner dans quelques minutes dans le travail que vous serez appelés à accomplir. Yves est avec moi pour diriger également cette période avec moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, puisqu'il est question du nouveau projet urbain, je vous invite à faire en 1 minute 30 secondes de retour en arrière. Donc, à Québec, vous avez, vous les villes membres de l'OCPM, de l'OVPM, décidé d'agir ensemble pour réfléchir, concevoir et mettre en œuvre une nouvelle approche d'intervention sur la ville patrimoniale que vous avez appelé le nouveau projet urbain. Alors, le nouveau projet urbain, bien évidemment, n'est pas encore défini, quoique ses repères commencent à se dessiner. On parle d'abord d'un changement de culture qui nous appelle à profiter différemment de la ressource patrimoniale. On parle également d'un changement de posture qui nous invite à une adaptation rapide des centres historiques. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Regardons ce qui se fait ailleurs. N'hésitons pas à copier les initiatives qui nous semblent pertinentes pour notre milieu. On parle également d'un décloisonnement des approches qui brise les silos et qui favorise la transversalité. Et ça, c'est bien important. On l'a remarqué dans plusieurs ateliers auxquels on a participé. Traditionnellement, les services, et je viens du milieu municipal, je sais très bien comment ça fonctionne, les services travaillent ensemble. Le service de la circulation travaille de son côté, le service de l'urbanisme travaille de son côté. Les meilleurs résultats, on les obtient non seulement quand les équipes travaillent ensemble, mais également quand les élus, les techniciens, la société civile se mobilisent pour atteindre les objectifs qui nous sont donnés. Alors, ce décloisonnement des approches est une condition de succès essentielle du nouveau projet urbain, on en est convaincu. Et puis enfin, le nouveau projet urbain, c'est un mécanisme qui donne aux villes de meilleures garanties de réussite pour faire face notamment à l'urgence climatique auquel nous sommes tous et toutes confrontés. Donc, pour vous expliquer le mode de fonctionnement, je vais inviter les collègues dans Mode Solutions, Marie-Jules, à venir nous expliquer comment est-ce qu'on va travailler ensemble cet après-midi. Merci beaucoup. Bonjour, contente d'être avec vous de nouveau. Les discussions éclairent. On a commencé la journée en atelier ensemble, on a discuté, on a eu plus de temps. Là, on sent que l'énergie commence à baisser un peu, la fatigue s'installe. On veut vous permettre de regagner un peu de dynamisme dans vos échanges. Alors, la façon dont on va fonctionner, on va avoir 3 questions qui vont être mises en contexte et posées par nos invités. Et suite à ces questions-là, on va vous inviter à vous placer en duo, en trio, peut-être 4 personnes maximum, et à échanger autour de la question pendant 12 minutes. Vous allez avoir un compte à rebours à l'écran et à nous envoyer vos réponses avec l'application. Donc, il peut y avoir une personne dans votre trio ou votre duo qui envoie les réponses. Vous pouvez être plusieurs aussi à envoyer les réponses si jamais vous n'êtes pas sûr ou vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit. Vous pouvez en rajouter. Il n'y a aucun problème. Toute cette information-là, elle est importante et elle va être traitée en temps réel par Jean-Sébastien qui est en arrière grâce à l'IA pour être capable à la toute fin de l'après-midi de revenir avec, c'est sûr que ce sera anecdotique, mais de revenir avec les 3 grandes idées qui auront émergé de vos échanges en discussion éclair, ce petit 12 minutes que vous aurez. Donc, vous allez avoir toujours à l'écran la question, le code QR, ainsi qu'un compte à rebours. Voilà, on a déjà hâte de voir ce qui va ressortir de ça. Alors, Marie-Jules, si j'ai bien compris, donc, l'élu est invité à poser une question. Je me retourne vers la salle en disant, top chrono, allez-y. Vous avez 12 minutes. On saisit les réponses et on revient. Exactement. J'ai bien retenu. Merci. Alors, j'invite d'abord, pour briser la glace, donc, M. Didier Jean-Jean, qui est adjoint au maire de Bordeaux, que je connais bien d'ailleurs. Je regrette les quelques secondes d'hésitation. Alors, M. Jean-Jean, je vous invite à présenter la première question. Oh, le micro. C'est bon. Buenos días, good afternoon, bonjour mesdames, messieurs. Vous n'échapperez pas à 10 secondes de remerciement tout de même pour l'expérience que nous partageons tous ensemble, qui nous crée une dynamique qui nous augmente.
une dynamique créatrice aussi qui nous donne envie, nous, d'expérimenter ce qu'on découvre, et enfin une dynamique humaine avec la richesse des échanges que l'on découvre ici et l'immersion dans la culture, notamment la culture sévillane. Ceci étant dit, je vais donc vous poser une question qui d'ailleurs à titre personnel m'intéresse tout particulièrement. Ce matin, nous avons fixé des pistes d'action prioritaires. Nous sommes restés dans une idée de concept. Aujourd'hui, j'aimerais savoir quels sont les défis que nous devons relever pour que ces pistes prioritaires deviennent des actions opérationnelles. Donc, comment pouvons-nous les mettre en œuvre de manière très concrète, avec des projets structurants, avec des projets finançables dans nos villes et dans nos métropoles? Merci beaucoup, Didier. La question est très claire, très précise. Maintenant, je vous invite à vous retourner pour votre travail en petite équipe. Top chrono, 12 minutes. La période de temps allouée à la première question est terminée. Alors, je vais vous demander de reconcentrer votre attention sur les intervenants ici en avant. Et je vais demander maintenant à Mme Mélissa Coulombe-Leduc, qui est une élue de la Ville de Québec, d'introduire et de poser la seconde question. Oui, bonjour, merci. Donc, toujours en ayant en perspective les ateliers de ce matin auxquels on a participé, la deuxième question maintenant, ce serait de répondre en fait à quelles sont les conditions indispensables pour nous permettre de créer un nouveau projet urbain et de permettre son implantation dans nos villes. Donc, qu'est-ce que ça prend comme facteur de succès pour instaurer ces changements d'approche, ces changements de pratique, ces nouvelles façons de faire? Donc, moi, j'en ai entendu quelques-uns ce matin dans l'atelier sur l'habitabilité. Donc, quelles sont-elles ces conditions indispensables-là pour implanter le nouveau projet? Voilà. Merci beaucoup, Mélissa. La question est encore une fois très claire, bien exposée, bien expliquée. Donc, 12 minutes pour enregistrer vos réponses et échanger entre vous. Merci tout le monde encore une fois pour vos réponses à cette seconde question. Ça va très bien. Déjà, on a reçu 34 réponses à la première question. J'aurai bientôt le résultat de la deuxième session. Alors, je vous invite à nouveau à vous retourner vers l'avant, vers la scène, puisque maintenant, c'est Mme Maria Fernanda Huerta Lopez, qui est élue de la ville de Puebla, au Mexique, qui va vous poser la troisième et dernière question de l'atelier. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esta tercera pregunta va un poco de lo que hemos podido discutir en algunas de las mesas, en algunas de las líneas que teníamos, de cómo integrar a las personas, ¿no? Al final de cuentas, recordemos que todos estos proyectos que hacemos en nuestras ciudades debemos de poner en el centro, ya nos lo explicaba muy bien antes Barcelona, poner el centro a la persona, a las personas que habitan, que están en ese espacio, pero es muy importante que podamos identificar para qué queremos la participación de esas personas. No únicamente sumarlos por cumplir, ¿no? Sino identificar el objetivo que queremos y también dentro de esa identificación del objetivo que queremos saber de las personas, que queremos que nos den qué información, qué datos, cómo los queremos hacer sentir, también tenemos que identificar a quiénes vamos a hacer o a quiénes vamos a sumar, ¿no? Con qué perspectiva queremos saber de ellos, si lo vamos a hacer con toda la comunidad, con personas de la tercera edad, con menores, para conocer pues estos datos específicos y, como lo decía, esta perspectiva en concreto que nos puede llevar a orientar nuestros proyectos de una u otra manera. Merci beaucoup, Maria, pour la question qui est encore une fois très claire. Alors, pour les 12 prochaines minutes, je vous invite à retourner en petit groupe pour discuter et entrer vos réponses dans l'application. C'est parti, 12 minutes. Merci tout le monde. Le chronomètre, le sablier s'est écoulé, le chronomètre se ferme. Nous allons maintenant passer à la phase restitution. Vous avez été très généreux dans vos contributions, dans vos réponses.
Jean-Sébastien, à l'arrière, a eu le temps de compiler les réponses à chacune des questions et une synthèse va nous être livrée à l'instant d'ailleurs à l'écran. Je vais vous la lire. Donc, pour chacune des questions, je vais lire la synthèse des réponses que vous avez enregistrées. Je vais demander ensuite à l'élu, à la personne qui a posé la question, de réagir si elle le veut bien ou s'il le veut bien aux réponses qui ont été données. Alors, je rappelle la première question. Quels sont les défis à relever pour développer une approche opérationnelle à partir des pistes d'action prioritaires? Les 3 réponses, la synthèse de vos réponses donne ces 3 éléments-là. Tout d'abord, un manque de ressources, soit humaines, financières, et de soutien citoyen associé à une volonté politique parfois insuffisante. Première étape. Ensuite, on note la nécessité d'un cadre juridique, d'une planification à long terme et d'une gestion intégrée malgré des cycles électoraux et des intérêts à court terme. Donc, la notion du temps long versus le temps court. L'importance, ensuite, de l'implication des acteurs locaux et de la collaboration interdisciplinaire pour construire des projets cohérents tout en tenant compte des spécificités locales. Alors, je me retourne maintenant vers M. Didier Georges pour vous offrir la possibilité de réagir sur ce que vous lisez. Êtes-vous surpris? Oui. Alors, finalement, non. Je pense que personne ne sera surpris dans cette salle. C'est en effet notre quotidien et je trouve que c'est parfaitement résumé. Le point 3, en effet, met en évidence, pour faire un mot synthétique, le besoin de transversalité. Alors, je vais me permettre d'apporter notre témoignage pour la ville de Bordeaux et c'est vrai qu'on a commencé en arrivant il y a 4 ans par traiter ce point de la transversalité. C'est vrai que ça constitue pour nous le point de départ, le préalable pour pouvoir ensuite travailler. Donc c'est tout à fait exact. Et ensuite, le point 1, c'est en effet un point important, c'est la question des ressources humaines, c'est la question des investissements. Et il faudra qu'on soit créatif. Et on cherche encore à Bordeaux, il faut être créatif pour voir comment on peut faire des projets qui puissent faire appel, notamment, je donne juste un exemple, il y en a plein d'autres, mais notamment à l'investissement citoyen. Et on est en train de rechercher comment on peut faire appel à nos habitants et à nos habitantes pour nous aider à la renaturation de nos villes. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, quand ils prennent conscience de l'urgence climatique, quand ils prennent conscience du dérèglement, qui nous disent comment on peut aider. Eh bien, on va essayer de capitaliser avec cette ressource humaine, sous une forme associative, pour pouvoir aussi nous aider à monter certains projets de l'espace public. Et enfin, il y a la question donc, des élections, on pourrait dire, le temps court versus le temps long. Là, je vous invite à faire un courrier à tous les habitants de Bordeaux et à leur dire de revoter pour nous de façon à ce qu'on puisse être dans le temps long. Non, évidemment, c'est une question aussi très importante et qui souvent est un facteur de ralentissement. Il faut essayer en tant qu'élu, c'est la position qu'on adopte nous à Bordeaux, on essaye de ne pas penser à ça et on s'inscrit dans le temps long. Parfois, il y a des mesures qui ne sont pas forcément très électorales, mais qu'on se doit de prendre. On fait appel au bon sens et on est persuadé que les Bordelaises et les Bordelais verront clair. Il ne faut pas sous-estimer la qualité de nos citoyens. Ils sont souvent bien en avance sur les politiques publiques et donc on prend le parti de faire le choix du temps long. Espérons que ça nous porte bonheur. Merci beaucoup Didier sur cette réflexion sur l'engagement citoyen, l'engagement politique également, la nécessité d'avoir non seulement une vision à long terme, mais la possibilité dans le temps de mettre en œuvre cette vision-là et non pas de recommencer à tous les cycles électoraux, bien évidemment. Merci pour ceci. On va passer maintenant, Jean-Sébastien, à la deuxième synthèse. Donc, je vous rappelle la question. Quelles sont les conditions indispensables à créer pour permettre aux nouveaux projets urbains de s'implanter dans les villes? Donc, encore une fois, nous avons fait une synthèse en 3 temps des réponses que vous avez eu la générosité de bien vouloir enregistrer. La première, c'est la volonté politique et la coopération intersectorielle, donc la nécessité d'un engagement politique fort, d'une coopération entre les différents départements municipaux et de la collaboration avec les citoyens et autres acteurs, qui soient publics, privés et experts. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure dans une des présentations. Deuxième élément, relatif au cadre juridique et au financement, l'élaboration d'un cadre législatif adéquat à l'échelle locale, nationale ou internationale
accompagné de financements stables pour soutenir les projets à court et à long terme. Troisième élément, enfin, sur l'implication citoyenne et la sensibilisation, on parle de la mobilisation des citoyens par la sensibilisation, la co-construction des projets et l'adaptation aux besoins locaux, tout en assurant une communication claire et continue. Donc, tout ceci est bien clair, bien résumé. Mélissa, une réaction? Ben, écoutez, moi non plus, je ne suis pas tout à fait surprise. Puis je pense que vous avez été très cohérents. C'est en droite ligne avec vos réponses à la question précédente. J'aurais tendance, peut-être en commençant, bon, sur le point 3, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, il faut une mobilisation citoyenne. On discutait ce matin aussi. Puis je pense que c'est M. Pinto de Sa, de maire d'Évora, qui nous disait aussi dans son allocution qu'il faut remettre le citoyen, le résident, au centre de nos interventions. Il faut les consulter sur les besoins. Je dirais oui, tout à fait. Mais après ça, il faut le leadership politique. Et là, j'arrive au point numéro 1. Et donc, je pense que oui, je pense qu'il faut communiquer. C'est une caractéristique essentielle de la réussite du projet. Et je pense que ça ne doit pas devenir, par contre, un prétexte à freiner l'état d'avancement des projets. Et je pense qu'à un moment donné, le leadership politique doit prendre l'impulsion de ces projets-là qui, oui, émanent des besoins, oui, émanent du terrain, mais ça ne doit pas devenir un prétexte, comme je disais, à ralentir, voire à arrêter des projets. Il y avait je ne me rappelle plus c'est quel élu qui nous parlait ce matin du référent. Ah, c'est monsieur de Ratisbonne qui nous parlait du référendum sur le tram qu'ils avaient eu. Ben ça, c'est un cas typique parfait si on veut tuer un projet dans l'œuf. Donc, oui, la consultation citoyenne, oui, l'émanation des besoins, mais ultimement, il faut un leadership politique pour assumer, pour aller pour la suite. Et ce leadership-là, pour faire le lien avec ce que Didier disait, doit transcender le cycle du court terme. On ne doit pas... puis c'est une erreur que plusieurs politiciens font. Et heureusement, le maire de Québec dit souvent qu'il faut transcender les cycles électoraux, qu'il ne faut pas penser à la prochaine élection, il faut penser les projets pour la prochaine génération. Et je pense que ce qui peut, par contre, aider politiquement, et c'est quelque chose qu'on tente de développer beaucoup à la Ville de Québec, c'est d'aller dans la stratégie des... en bon québécois, que nous appelons la stratégie des quick wins. Donc, ce qui peut donner une perspective sur le long terme, mais nous permettre à court terme d'avancer, de faire des gains, démontrer politiquement où on s'en va. Et, ultimement, d'avoir du concret, ce qui est toujours utile quand on cherche l'adhésion des citoyens et à leur montrer un peu le « what's in it for me » là-dedans. Donc, voilà. Merci beaucoup d'affronter, de prendre de plein fouet la question du courage politique comme ça, Mélissa. Merci. Très éclairant. Alors maintenant, on passe à la troisième et dernière restitution. Donc, OK, je vous relis la question encore une fois. Quelles sont les conditions à la pérennisation de l'ingénierie participative mise en œuvre dans le cadre de la feuille de route de Québec? 3 réponses, 3 synthèses, plus 3 éléments de synthèse. Le premier, c'est l'engagement politique et le cadre institutionnel. Donc, garantir un soutien politique pérenne avec l'établissement de règles claires et un cadre institutionnel robuste pour assurer la continuité des démarches participatives. On demeure encore dans l'univers du courage politique, de la légitimité, du temps long, du temps requis pour mener des actions à long terme. Deuxième élément maintenant, la communication et l'inclusion des parties prenantes, soit assurer une communication régulière et transparente avec l'ensemble des acteurs, les citoyens, les experts, les institutions, tout en facilitant la concertation à travers des outils adaptés à chaque projet. Donc, ne laisser personne derrière, s'assurer de garder dans la roue de la décision les citoyens, mais d'avoir le courage politique, comme on disait tout à l'heure avec Mélissa, de prendre les décisions qui s'imposent. Et finalement, sur l'adaptabilité et l'évaluation continue, encourager une réévaluation continue des processus permettant d'adapter les initiatives en fonction des besoins changeants et des retours des citoyens, tout en capitalisant sur les expériences passées. Donc, un élément peut-être un peu plus nouveau par rapport aux 2 précédents qui rebondissent sur ce qu'on a vu un peu plus tôt. Alors, je demanderai maintenant à Maria Fernanda si elle est surprise de ces résultats, si elle a des observations, des réactions à partager. No, bueno, sin duda
tampoco es sorprendente, lo hemos estado discutiendo durante estos días aquí, ya sea en los foros de manera formal y también en las pláticas que hemos tenido de manera informal y durante los talleres que se han desarrollado también en los meses pasados. Me parece que las 3 preguntas tienen un punto en común para garantizar su efectividad o su buen desarrollo, y ese debe ser el marco normativo, ¿no? El marco jurídico, que al final de cuentas, independientemente de la condición que tenga cada ciudad, esto nos va a dar la línea para que lo respeten independientemente del color, del partido político que llegue. Esto hace entonces que las implementaciones vayan por encima de las decisiones políticas, vayan centradas siempre a lo jurídico, a lo técnico, y por lo tanto tienen que ir acompañadas en este marco jurídico también de una medición, como bien aquí lo dicen, una evaluación continua, pero no solamente realizar esas evaluaciones para dejarlas dentro del gobierno, para dejarlas en las autoridades, sino tener esta retroalimentación, esta comunicación constante con las vecinas, con los vecinos, con los ciudadanos, para que ellos puedan entender por qué se hicieron esos proyectos, qué puntos les están dando de beneficio, y bien, también identificar si no hay algunos beneficios, pues entonces generar esa adaptación y esas modificaciones para que se pueda lograr una implementación lo más pues correcto y lo más cercano posible a, como ya lo hicimos en el inicio, a garantizar que las personas vivan de la mejor manera posible. Merci beaucoup pour votre réaction. C'est très, très apprécié, Maria Fernanda. Je vais laisser maintenant à mon collègue Yves le privilège d'une dernière question rapide à nos 3 élus. Oui, c'est une question rapide et qui me fait réagir en voyant ce qui est proposé. Ça pose la question de ce qu'offre le VPM comme ingénierie participative. On vient de passer 2 années d'investissement important avec les services pour soutenir aussi toute cette ingénierie. Et derrière, je pense, les points qui sont travaillés, il faudra vraiment vérifier comment on pourra, avec le VPM et les villes, continuer cette ingénierie participative qui me semble importante, compte tenu des défis, des enjeux qui ont été soulevés aussi par l'ensemble des villes présentes. Et je pense que le VPM, je suis groupe conseil, je ne suis pas au VPM, je me permets de dire que c'est un point très important de la suite des événements pour accompagner l'ensemble des parties prenantes des villes dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas vraiment une question. J'ai eu des hochements de tête. Je pense qu'il y a une partie des réponses, autant sur la scène que dans la salle, mais peut-être des réactions sur ce point. Bien, spontanément, j'ai envie de vous dire qu'il y a autant de possibilités de projets urbains qu'il y a de membres de l'OVPM et même une ville peut avoir plusieurs propositions de projets urbains. Donc, ce qu'on est en train de développer comme cadre, j'ai envie de vous dire qu'il est presque infini pour notre organisation, ce qui est fabuleux parce qu'ensuite de ça, c'est le caractère concret de ces différents projets urbains-là qui va nous permettre de crédibiliser encore davantage notre organisation et la rendre pertinente aux yeux de villes qui actuellement ne sont pas membres de l'organisation. Merci. Autre réaction peut-être? Justo lo platicábamos ahorita Didier y yo en lo que hacían las respuestas y el comentario que haces, al final de cuentas hay que partir de que pues, los seres humanos a los que estamos haciendo estos proyectos, ofreciendo estos proyectos, generando los proyectos, somos los mismos en todo el mundo, ¿no? Independientemente del idioma que hablemos, de la cultura, etcétera, el tema humano va a ser el mismo, entonces ahí es donde podemos encontrar estas coincidencias de lo efectivo que hemos realizado en algunos países y poderlo seguir compartiendo y no solamente quedarnos con eso, sino que puede ser siempre mejorable, ¿no? Entonces, esa sería mi última aportación. Oui. Oui, en effet, c'est très important d'ouvrir la page qui arrive de la bonne façon. Je vous partage l'expérience de la ville de Bordeaux. Je ne sais pas si vous avez vécu la même, mais on a déjà quand même remporté la première bataille parce que depuis Québec,
il y a une dynamique qui a été créée, une réelle dynamique qui nous fait nous questionner, qui nous fait nous réunir. On travaille ces points-là avec les différents services, et on parlait de transversalité, ce fut le cas pendant ces 2 ans. Nous sommes allés à la rencontre, nous avons découvert d'autres façons de faire, et tout ça nous questionne, tout ça nous remet en jeu, et aussi tout ça nous challenge un peu. Dans mon introduction, dans les remerciements, je disais qu'on avait une dynamique créatrice. Eh bien oui, ça nous pousse aussi à nous réinventer, et on se dit, encore aujourd'hui, avec la présentation de Barcelone, on comprend bien qu'il y a des pistes qui sont tout à fait intéressantes à suivre. Donc je pense que la première marche, elle est gravie grâce au travail qui a été fait depuis Québec. Et donc maintenant, voilà, on a bien compris quels étaient les problèmes. À nous d'aller dans le vif du sujet et d'essayer de rentrer dans le concret avec des actions concrètes. Et je pense que ce que tu disais sur ces actions infinies, on pourrait imaginer qu'on ait une forme d'inventaire, je ne sais pas le bon mot inventaire, mais qu'on ait une forme de fiche exemple, qu'on ait une forme de fiche d'inspiration de tout ce qu'on fait les uns et les autres, et dans lesquels on pourrait puiser pour nous aider. Voilà, ça peut-être une idée concrète qui pourrait servir à abonder dans le sens de nos démarches. Assurément à retenir. Merci beaucoup, merci infiniment à nos 3 invités pour d'abord vous être prêtés au jeu des questions à poser à la salle, mais surtout d'avoir enrichi les réponses qui ont été formulées. Alors, on vous libère. Merci beaucoup. Avant de retourner le micro à Yves pour la dernière partie de l'après-midi, je tiens à vous remercier de votre engagement dans l'exercice qu'on a mené. On sait que la journée a été très longue, c'était très exigeant, mais on est très heureux d'avoir pu compter sur autant de participation pour cet exercice. Alors Yves? Oui, j'invite en haut, vraiment pour une petite conclusion, j'aimerais bien avoir un retour de M. Prosper Vanner et de M. Boigas. Ne vous inquiétez pas, c'est 2 petites interventions de 5 minutes. On les a déjà briefées. On est fatigué, mais je pense qu'il est important d'avoir un petit retour sur ce qu'ils ont pu voir pendant les travaux auxquels ils ont participé. Peut-être vous asseoir, si vous voulez, Prosper et Joseph. Alors, une première question à Prosper Vanner. Bon, on a parlé beaucoup des récits, hein, on en parle beaucoup depuis hier. On a parlé de récits, de population, de place de l'habitant dans les processus. Et peut-être, Prosper, d'avoir un retour de votre part sur, finalement, est-ce qu'on est bien dans l'habitabilité et dans sa mise en œuvre avec tout ce que vous avez entendu, et quelle est la place en fait de ce que vous avez pu voir dans les ateliers, de ce qu'on a dit des citoyens et des habitants? Oui, merci pour cette opportunité. Je voulais aussi, avant, m'excuser auprès des traducteurs et des personnes. Hier, j'ai parlé un peu vite et je sais que ce que j'ai présenté n'a pas été saisi pour tout le monde, donc j'ai dit à l'OVPM que je renverrai le texte de mon intervention pour qu'il puisse vous être diffusé. Alors, sur l'habitabilité, oui, le fait de placer les personnes au centre, ça a été largement dit, débattu. Et du coup, je voulais proposer peut-être d'aller un peu plus loin avec 2 points. Je voulais vous demander, vous savez le nombre de résidents qu'il y a dans vos villes, vous savez le nombre de touristes qu'il y a dans vos villes. J'avais une question, est-ce que vous savez le nombre de personnes de passage qui viennent pour des raisons non touristiques dans vos villes? Ce chiffre, c'est vrai que je l'ai souvent demandé, c'est vrai qu'un chiffre qu'on ne le connaît pas forcément. Et du coup, savoir qui est d'autre de passage, quels sont leurs besoins, où c'est qu'ils sont logés, comment ils contribuent à la vie locale. Ces questions-là, elles me semblent essentielles. Et c'est vrai que dans les débats, par contre, j'ai trouvé qu'on pense souvent une ville n'est habitée que par des habitants et des touristes. C'est vrai qu'à Marseille, on a depuis 10 ans en fait, testé une application. Ils développent une application qui, grâce au bipage des téléphones mobiles, hein, toutes les minutes, vos téléphones mobiles sont captés par des bornes. On développe une analyse des présences sur le territoire. Ça permet déjà à tous ceux qui gèrent la sécurité, pompiers, etc., d'adapter les moyens en fonction. Donc on a en temps réel l'évolution de la population. Ça permet aussi aux acteurs du tourisme en fait, de savoir sur des événements en temps réel combien il y a de personnes. Par exemple, au moment de l'arrivée de la flamme aux Jeux Olympiques de Marseille, le lendemain, on savait combien il y avait de personnes, combien il y avait d'étrangers, combien il y avait de nationaux, est-ce qu'ils avaient dormi sur place, etc.
Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ça dit que Marseille est peuplée à peu près en moyenne de 70% d'habitants, de 15% de touristes et de 15% d'autres personnes de passage. Comment on le sait? En fait, les 70%, c'est ceux qui bipent tout le temps. Les 15% de touristes, c'est ceux qui bipent sur une période très délimitée d'un séjour. Et après, il y a ceux qui bipent par intermittence. Par exemple, les étudiants qui repartent chez eux, les saisonniers, les gens qui viennent faire des examens réguliers à l'hôpital, etc. Toutes ces autres personnes de passage. C'est pour dire que tiens, on commence à avoir ces chiffres et c'est quand même conséquent sur une ville. Et toutes ces personnes, elles vont être impactées par vos choix quand vous allez travailler sur la mobilité, sur l'urbanisme, sur le transport, sur le rafraîchissement. C'est des gens qui vont être concernés. Par exemple, si vous gardez que des 4 étoiles dans vos villes et que vous rédigez les Airbnb, où c'est qu'ils vont loger toutes ces personnes? Où vont loger les étudiants qui viennent faire un stage? Où vont loger les compagnies de théâtre et les techniciens qui viennent pour un spectacle? Où vont loger les saisonniers? On sait qu'aujourd'hui, on a du mal à les loger. Où vont loger les gens qu'il faut mettre à l'abri? L'hôtellerie est le premier lieu d'accueil de mise à l'abri. Les femmes battues qu'il faut protéger aussi, les mineurs isolés. Et du coup, ça pose la question de l'hospitalité au sens large. Et ce que je disais, c'est aussi tous les hôpitaux, les aidants, les gens qui viennent passer des examens, où c'est qu'ils vont être logés, parce qu'ils ont besoin de se déplacer. Nous, on accueille, par exemple, à Marseille, les femmes enceintes qui habitent à plus de 45 minutes de l'hôpital pour qu'elles puissent être à proximité et à se rendre à l'hôpital. Du coup, on travaille à essayer de les compter, à évaluer leurs besoins. Une femme enceinte, elle sait quand elle arrive, elle ne sait pas quand elle part. Donc, elle ne peut pas réserver avec un système type Airbnb, où il faut une entrée de départ, il faut adapter les services. Et du coup, voilà, c'était une invitation aussi à se dire qu'une ville est d'abord aussi un lieu de passage et que c'est ces gens de passage qui vont peut-être aussi décider de s'installer, de s'y vivre. Et je vous disais qu'il y a des statistiques qui montrent qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus venir habiter dans les villes touristiques parce que la vie est trop chère et les emplois qu'on propose ne les intéressent pas forcément. Donc voilà, il y a aussi, il me semblait que peut-être élargir cette question aux autres personnes de passage dans les villes, surtout quand on parle de régénération urbaine. Et c'est une question d'accueil, donc développer des auberges de jeunesse, des résidences pour les étudiants, des foyers de jeunes travailleurs, des lieux d'accueil d'urgence. Penser aussi à la régénération, c'est penser ça. Et du coup, l'autre fois, je reviens sur les récits, c'était le deuxième point. Le plus vieil hôtel de Venise, il a 1200 ans. Donc ça fait longtemps que les villes accueillent. Elles accueillaient bien avant le tourisme, elles accueillaient des personnes de passage. Et à Marseille, il y a 1 an, on a décidé de marcher parce qu'on a aussi, nous, des problèmes de mal logement et d'habitat insalubre, on a décidé de marcher collectivement pour revisiter cette histoire du logement à Marseille. On était à peu près une centaine à enquêter. On a mélangé des gens qui sont dans le mal logement, des fonctionnaires, des habitants, des scientifiques. Et on a revisité toute notre histoire du logement à Marseille. Donc à l'après-guerre, il y a eu par exemple les gens qui ont squatté pour se loger. Il y a une première loi qui a protégé les squatteurs. Il y a eu les projets d'autoconstruction, on appelle ça les castors en France, les gens qui ont auto-construit de l'habitat. Il y a eu des cités-jardins. Il y a eu de l'habitat social, il y a aussi des lieux qui ont été des colonies de vacances, on a eu des campings, il n'y en a plus à Marseille aujourd'hui, mais en tout cas on a reconstruit nos imaginaires pour réimaginer toutes les façons qu'on a eu d'accueillir, et je crois que c'est ce que je disais, vos villes, je reprends la citation de Ricoeur, qui disait que c'était un cimetière de projets qui pourraient repartir, ces flèches de futurité, et du coup c'est peut-être une invitation, maintenant que c'est défini la place des habitants, à marcher collectivement fonctionnaires habitant ensemble pour produire de la connaissance, enquêter, réouvrir des imaginaires sur qu'est-ce qu'ont été les mobilités dans vos villes, qu'est-ce qu'ont été les formes d'habitat dans vos villes, qu'est-ce qu'ont été les formes d'urbanisation dans vos villes, ou les gestions des rapports à la fraîcheur, etc., ou à la présence du vivant dans les espaces. Ça veut dire rouvrir des imaginaires et en s'appuyant sur des villes historiques. Donc c'est refaire le lien avec la question patrimoniale, parce que chaque ville a aussi ses formats d'habiter. C'est pas la même chose d'habiter en bord de mer qu'être en montagne, que les cultures sont pas les mêmes, etc. Donc je me disais, voilà, peut-être une autre invitation, un retour que je pouvais faire, c'est comment maintenant tout ça, ça se réancre dans l'histoire et dans les territoires. Et là, les habitants sont un vrai allié pour vous. Ça veut dire, ils pouvaient nous raconter ces histoires d'habitat social, les lieux sont là, donc c'est pas que des imaginaires, c'est des réalités. Et c'est des personnes qu'on peut mobiliser avec leur savoir, leur savoir-faire, leurs compétences, etc. Voilà, merci. Merci Prosper. Et il y a aussi un troisième type d'habitants qu'on oublie, ce sont les animaux, les êtres vivants, qui font aussi considérer dans la biodiversité d'une ville. Et c'est aussi un point important qu'on a peu abordé, mais qui est aussi à prendre en considération. J'avais une question aussi pour Joseph. On a parlé beaucoup de transformation de la ville avec les grands plans, les super blocs. Et c'est une question qui m'interroge beaucoup. Et on en a besoin un peu pour nous aider aussi. Les îlots de Cerda, c'est quand même une image très, très historique.
leur transformation avec des espaces publics, la rue, j'imagine qu'il y a eu des contestations. Comment ça a été accepté, cette transformation des îlots patrimoniaux Cerda? Perdón. Sí, un poco he hablado antes de la reacción y también un poco de la valentía o los miedos que políticamente y técnicamente hay resistencias infinitas para tirar adelante ideas valientes. Sin duda, el proyecto de la supermanzana es una idea valiente que efectivamente los políticos y los técnicos tenían mucho miedo para aplicar. Yo creo que la idea principal que ha permitido avanzar sobre la idea de supermanzanas es que no era una tozudez de un urbanista, ni de un arquitecto, o de un geógrafo, o de un psicólogo, en este caso, que es Salvador Rueda, o ecólogo. No se trataba de una tozudez, de una idea genial que ha tenido un arquitecto o alguien y que quería demostrar que esto funcionaría, porque yo creo que estamos en otro siglo, ¿no? Y esto eran formas de actuar de un despotismo ilustrado que ha funcionado bien en algunas ciudades, pero que yo creo que hoy es imposible pensar la ciudad con esta actuación despótica. Valentía frente a despotismo, yo creo que es una de las grandes discusiones de cómo se hace la ciudad, ¿no? Efectivamente, la ciudad se tiene que hacer consultada, pero también tiene que ser valiente, y el proyecto de las supermanzanas necesitaba de creerse que el proyecto debería ser además progresivo. Es decir, que había que intentarlo, había que probarlo con procesos tácticos, que es como empezamos. De hecho, empezamos la universidad. Fuimos 500 alumnos que hicimos la primera supermanzana en el Ensanche, y eso creó una pequeña revolución mediática que permitió obligar a los políticos, a los técnicos y a los ciudadanos a hablar, ¿no? Hablamos en la calle, hicimos ese debate en la calle. Efectivamente, gente que se enfadó, gente que lo defendió. Al día siguiente habían manifestaciones en todos los bares, en todas las discotecas, en todos los taxis. Habían discusiones sobre si esto estaba bien, si estaba mal. Evidentemente, los coches centristas o la gente muy vinculada al vehículo privado estaban muy enfadados. La gente de los barrios estaban muy contentos y por fin encontraban que era una solución vinculada a la emergencia. Pero en cualquier caso, no se trataba de imponer un proyecto, se trataba de probar. Y el urbanismo táctico, para mí, la gran ventaja o la gran avance vinculado a lo táctico es que se empieza una conversación viendo las cosas. Es muy difícil discutir sobre algo dibujado o sobre una teoría que te explica un arquitecto, un urbanista, un geógrafo, ¿no? Es mucho más claro cuando lo tienes en el suelo, aunque sea de una forma, como criticaron muchos, cutre, ¿no? Barata y así con poca solvencia económica, pero sí que era una idea potente sobre la cual discutir. Y los políticos obligados a discutir y los técnicos obligados a participar en esa discusión cambiaron el proyecto. Salvador Rueda está seguramente enfadado porque no hacemos su exacta idea que tuvo en su día iluminada. No es exactamente lo que pensó Salvador, tampoco es exactamente lo que pensó el político y tampoco es exactamente lo que pensó ni el técnico ni el ciudadano. Es lo que llamamos un proceso de cooperación en la que el resultado final es un poco inesperado también, ¿no? Y ser consciente de que la ciudad se hace a base de estas correcciones, pruebas y errores, discusiones, ¿no? Me parece emocionante, ¿no? Mucho más emocionante que no imponer una idea por muchos argumentos que puedas llegar a tener. Merci à tous les deux pour cet éclairage rapide. Je vais peut-être clore cette séance. Merci pour cette belle journée, donc riche en idées, en participation et, comme on l'a mentionné avec Joseph, en co-construction entre les élus et les techniciens. On a fait travailler beaucoup les élus, je vous remercie beaucoup. On est un peu plus habitués de notre côté. Vous avez un autre type de travail très difficile, mais c'est très riche et on voit que ça porte des fruits. Merci beaucoup et bonne soirée. Et profitez-en encore pour peut-être partager des choses avec Prosper et Joseph qui sont là.